Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes bien sur Radio Grenelle. Je suis la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. Alors, je ne pensais pas en venir là, mais en cette époque, tout semble possible ? Non, boire de l'alcool ne va pas vous protéger du Covid, même si c'est du vin. Même s'il contient des polyphénols tout mignons. Même si... L'alcool est un toxique. L'alcool tue, même quand il est dans une jolie bouteille. Même quand il a très bon goût. Même quand... Alors, l'idée n'est pas de culpabiliser qui que ce soit. La docteure elle-même rédige cet écho avec une bouteille de bière. Moi, je suis au grog. Donc, ce n'est pas nous qui allons vous faire la leçon. Simplement, si vous ouvrez une bouteille, faites-le pour accompagner un bon bœuf bourguignon, avec modération. Ne buvez pas 4 litres d'un coup parce que vous vous sentez fiévreux. La seule chose que ça pourra vous ôter, c'est le sens de l'équilibre. Encore qu'avec 4 litres d'un coup, vous risquez de perdre un peu plus que l'équilibre. Découverte de la semaine. Une découverte dont on se serait bien passé. Le savoir n'est pas toujours une chose réjouissante. Un nouveau symptôme a été identifié chez les seniors. Ajouté à la longue liste des séquelles qu'il est possible d'avoir le bonheur de contracter quand on survit. Publié dans la revue Radiology, une nouvelle publication dévoile son étude des IRM de patients ayant dû être hospitalisés et a identifié des atteintes maculaires. C'est-à-dire touchant la zone de l'œil capable de nous donner une vision claire et détaillée. Ces lésions oculaires toucheraient un patient sur 15 parmi ceux ayant eu à subir des soins hospitaliers longs et pourraient conduire à la cécité totale. Les protocoles de soins sont donc amenés à être, encore une fois, modifiés, afin de prendre en compte ce nouveau risque et de surveiller l'apparition de nodules. Piste de la semaine. Séquelles. La recherche sur les séquelles du Covid progresse, en particulier en ce qui concerne l'anosmie et la gueusie, la perte de l'odorat et du goût. Une nouvelle étude montre que ces symptômes peuvent persister chez plus de la moitié des patients, pendant au moins 5 mois. Cette faible récupération intrigue les chercheurs qui pensent que des systèmes complexes peuvent être touchés simultanément, rendant la guérison encore plus difficile. À suivre de près donc. Impasse de la semaine. Anticorps monoclonaux. Les Français ont découvert cette semaine, avec les annonces du gouvernement, que les anticorps monoclonaux rejoignaient l'arsenal thérapeutique contre le Covid. Bon, j'en avais pas vraiment parlé avant. Et il y a une bonne raison à ça. Les études à ce sujet, c'est... Je cherche une expression appropriée dans le dictionnaire des euphémismes. Pas fifou. En gros, il y a un effet. Pas énorme, et probablement pas au point de valoir 1000 € la dose. En tout cas, pas avec des résultats aussi bancals. Et clairement, je pense qu'on s'emballe beaucoup pour pas grand-chose à ce stade. Et ça, c'est pas notre avis. Enfin, si, aussi, mais c'est pas nous qui le disons ainsi. C'est l'analyse du biostatisticien. Oui, encore. Mais que voulez-vous, c'est un garçon très bien. Que je vous laisse découvrir sur son site. Mauvaise nouvelle de la semaine. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le R0 était passé sous 1, qu'il baissait en continu, et que donc l'épidémie régressait pour la première fois depuis des mois. C'était bien, hein ? Ben ça nous aura pas tenu 2 semaines. Il est remonté en flèche cette semaine pour franchir à nouveau la barre symbolique. Et l'épidémie, à nouveau, s'aggrave. Est-ce que quelqu'un sait où trouver le manager de ce monde ? C'est pour une réclamation. Bonne nouvelle de la semaine. Vaccin et contamination. Depuis qu'on a dit qu'il n'y avait pas encore de preuves que le vaccin empêchait la transmission du virus, ou d'être contagieux, faute d'études, le principal argument des antivax est donc, en boucle et en chœur, puisque ça n'empêche pas la transmission, à quoi ça sert ? Bon, partons du principe que ceux-là sont perdus pour le monde, et adressons-nous aux gens qui se posent sincèrement des questions et prennent le temps de lire les réponses jusqu'au bout. Car les réponses, elles arrivent. En effet, la campagne de vaccination d'Israël a été scrutée de près et donne de nouvelles informations sur l'efficacité du vaccin. De Pfizer en tout cas, puisque c'est celui le plus utilisé là-bas. La vaccination permet d'éviter 87% des hospitalisations et 92% des cas graves. Ce qui est conforme aux premiers résultats donnés par le laboratoire. Mais plus intéressant, après la deuxième dose, il est efficace à 92% pour prévenir les infections tout court. Et qui dit
d'infection dit pas de transmission. Alors, c'est pas un 100%, on est d'accord. Mais c'est déjà un grand pas. Qu'est-ce que putain de quoi? Que serait notre monde sans Francis Lalanne? Cette question n'appelle pas de réponse, je me demandais juste ça comme ça. Parce que le chanteur a encore fait parler de lui, en arrivant à se faire viser par une enquête pour une infraction extrêmement rare, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Rien que ça. On va pas se mentir, j'ai une liste de gens à suggérer pour une infraction de ce type si quelqu'un veut lancer une enquête. Mais je vous assure que Francis Lalanne n'en fait pas partie. Concrètement, il lui est reproché d'avoir passé un appel à la mobilisation générale contre un État qu'il estime devenu une tyrannie. Rappelons qu'en matière de système politique, ce mot a un sens particulier et précis. Il ne s'emploie pas n'importe comment. Appelant de fait la population à mettre les dirigeants hors d'état de nuire. Et l'armée a son devoir de protéger la population en déposant le gouvernement actuel. Un appel donc au coup d'État, ce qui passe toujours moyen. Encore plus quand un appel de ce type n'est pas juste un élan spontané lors d'un direct, mais une tribune rédigée et publiée dans François. Non mais on va dire qu'on s'acharne, mais on n'y peut rien, ils sont dans tous les coups foireux. Ce qui a valu également une convocation judiciaire au propriétaire de ce blog. Que l'on se refuse toujours à appeler un journal. Le monde est un endroit de plus en plus étrange. Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 2.2 Produire de la science. Travailler tous ensemble. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage autour de la science à travers le second grand tronçon. Comment produit-on de la science? Et nous allons plus précisément nous intéresser à l'équipe en charge de mener les expérimentations qui produisent la science. Si vous vous souvenez, nous cherchons toujours la fameuse pièce de puzzle qui va dans le trou que nous avons choisi parce que pourquoi pas. Pour mener à bien les expérimentations qui vont trier les pièces, le chercheur ne travaille pas seul. Je vous ai déjà présenté les membres avec qui il prépare sa recherche. Voici maintenant ceux avec qui il l'a fait. Et vous allez voir, il y a des têtes connues. Coordonner les équipiers. La coordination de la recherche est le boulot d'un chercheur senior, expérimenté. S'il exerce à l'université, en plus d'être docteur, donc Bac+8, il a également passé une seconde thèse, aussi imposante et volumineuse généralement que la première, appelée habilitation à diriger les recherches. Il a le grade de professeur des universités, et c'est ce genre de personne que vous trouvez noté PR dans les études. Son travail à lui, c'est de s'assurer que toutes les étapes se passent au bon moment, de la bonne manière. Ausculter les pièces. Ceux qui examinent les pièces les plus prometteuses au poste de pièce qui va combler le trou du puzzle sont les chercheurs. Tous docteurs, tous au moins Bac+8, ils travaillent au sein d'une équipe, elle-même groupée avec d'autres équipes au sein d'un laboratoire. Celui-ci étant parfois traversé de manière transversale par des axes de recherche, des chercheurs de différentes équipes qui bossent sur un même puzzle au sein du laboratoire. Tout ce petit monde est généralement sur plusieurs projets en même temps, d'où l'importance d'une bonne coordination. Trier les tas de pièces. La main-d'œuvre la plus grosse, celle qui consiste à pré-trier des tas pour soumettre aux chercheurs les pièces les plus prometteuses, est généralement constituée par des doctorants, pour dégrossir, et des post-doctorants pour affiner. Il s'agit de jeunes chercheurs, pas encore docteurs ou docteurs depuis moins de 5 ans, qui sont les petites mains de la recherche. Permettre le tri des pièces. Parfois, pour faire le tri, on a besoin de matériel spécifique. Ça peut être des logiciels, des réactifs chimiques ou des cobayes vivants. Ceux qui préparent ce dont on a besoin pour commencer à faire le tri sont des laborantins, généralement Bac+2, ou des ingénieurs de recherche, généralement Bac+5. Ils ont une spécialité précise, traitement du signal par ordinateur, chimie organique, animalerie, etc. Et ce sont les ombres des chercheurs. Ils préparent leur matériel, réparent leurs bugs informatiques, rattrapent les rats blancs qui s'enfuient et savent comment marche le vidéoprojecteur. Vérifier que le tri se passe bien. Au sein de chaque laboratoire, il y a généralement au moins un méthodologiste, donc un docteur, un Bac+8 spécialisé en méthodologie de la recherche, et un statisticien.
un docteur ou un ingénieur, en ce cas Bac+5, qui sont parfois une seule et même personne, en charge de vérifier que tout le monde suit bien la méthodologie telle qu'elle a été définie lorsqu'on a préparé la recherche. Ça évite de bosser pour rien. Donc, ils sont relous, mais en vrai, on les aime bien. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne et on y retourne la semaine prochaine, car l'épidémie ne se termine pas avec la remontée du R0, logiquement. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous.